accompagné des projets ou travailler sur de l'éco-conception où la question plastique est arrivée. Je vais démarrer, c'est Cécile. Moi, je me suis inscrite au webinaire. Alors avant, j'étais en entreprise et maintenant, je suis en conseil, plutôt sur la partie RSE, mais aussi qualité, conformité. La question s'est posée dans mon précédent job, en fait, sur des projets d'éco-conception. Je bossais pour une boîte qui fait ou qui importe des produits plastiques, mais pas que, d'Asie. Voilà, et dans cette optique d'éco-conception, de bilan carbone, enfin voilà, d'éco-conception surtout tournée vers la réduction carbone. Les questions, elles étaient celles-là, de savoir plastique recyclé, quelles infos, quels facteurs d'émission, enfin, et d'aller trouver de l'info pertinente à des endroits. Elle était complexe, et comme c'est pas un métier, enfin nous, notre métier, et moi je suis ingénieure, mais mon métier c'était pas de faire de l'ingénierie, c'était d'apporter des solutions sur des sujets plus globaux. Voilà, trouver de l'information, ça prend un temps de fou, et beaucoup de lobbying sur ces sujets-là. Donc en fait, l'information qu'on a, on n'est jamais sûr qu'elle soit bonne. En fait, on passe plus de temps à la trouver à la chercher qu'à la trouver. Et du coup, on est un peu obligé de faire confiance aux gens qui nous donnent l'info, mais on sait qu'elle est biaisée. Donc on travaillait pas mal à l'époque avec des laboratoires prestataires, mais classiques, les gros, enfin les SGS, les Bureau Veritas, donc ils disent tous qu'ils ont une expertise, mais qu'ils n'ont pas forcément. Voilà. Aujourd'hui, je continue de travailler sur ces sujets avec des clients différents. Et là, je viens plus à titre d'information, voilà, pour prendre de l'info, faire de la veille un peu sur ces sujets plastiques. Voilà, je sais plus comment j'ai trouvé l'info, quelque part sur Internet. Et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. J'avais cherché ça à l'époque où je bossais, et là, je cherche pas et je trouve l'info. Donc voilà. Bah, c'est chouette parce que l'expérience que tu dis, c'est exactement ce à quoi on essaye de répondre. Donc, ça tombe bien. Voilà, donc dans ce cadre-là, moi je suis basée à Toulouse. Donc, Ok. voilà. Je laisse la parole aux autres. Je peux prendre la suite, ça va être relativement rapide. Moi, je viens de la prévention, gestion de crise et gestion des risques avant d'être passé sur la transition il y a 2-3 ans. Donc, je suis à peu près probablement le plus généraliste d'entre tout le monde ici. J'ai un focus assez particulier sur les ressources et sur les ruptures d'approvisionnement. Mais je n'ai pas pour le moment traité spécifiquement de la question du plastique. Un, parce que c'est jamais arrivé dans les demandes clients, et deux, parce que je n'ai pas de compétences particulières sur le sujet. Ok. Et peut-être, je sais pas, Vincent par exemple. Ouais, je peux prendre la suite aussi. Hop. Moi, je représente T-West par l'intermédiaire d'Aurélien Abel, donc une entreprise qui essaye de développer des solutions, enfin, de développer l'économie circulaire entre les entreprises. On travaille avec les collectivités et on essaye de mettre en lien et en connexion les entreprises pour des démarches d'économie circulaire et de synergie. Et bien sûr, les plastiques, ça fait partie aussi des déchets et ressources à traiter. Et ça, c'est ma casquette T-West. Donc, j'ai cofondé T-West avec Aurélien, mais aussi je suis chercheur et je travaille dans les plastiques et bioplastiques particulièrement. Je suis chercheur à l'Université du Queensland en Australie, et on développe des solutions alternatives aux plastiques conventionnels et en valorisant aussi des ressources locales. Donc, il y a une thématique sur l'économie circulaire et la substitution des plastiques conventionnels, et aussi toute la partie réglementation derrière. Donc, Ok. on va dire que je Hyper suis intéressant. pas mal pris sur le sujet de la plasturgie. Hyper intéressant. Et Floriane, si ça te va de prendre la suite. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, nickel.
Ok, donc Floriane Lavorel, je travaille pour Armor Panneau depuis 1 an. Armor Panneau, c'est une vieille dame qui fait des panneaux de particules depuis 1970. Donc un panneau de particules, qu'est-ce que c'est? Typiquement, ça va être les planches de bois qu'on utilise pour faire les meubles, pour faire les plans de travail, ou pour faire des cloisons ou des sous-parquets. Donc ça, comment est-ce qu'on le fait? On prend du bois, on utilise 100% de bois recyclé. Donc on connaît un peu l'économie circulaire. Et on va mélanger ça avec des produits de mélange collant, donc typiquement de la colle. Donc là, on va pas être sur du thermoplastique, on va être sur du thermodurcissable. Et on va utiliser aujourd'hui surtout des mélanges qui sont classiques, donc pétrosourcés. Et on est en train de chercher à remplacer tous ces mélanges pétrosourcés par du bio. Ok. Ça, c'est l'objectif, on va dire, d'ici 5-10 ans, que l'école soit biosourcée. C'est aussi ce que demande IKEA, le donneur d'ordre du domaine. Donc voilà, grosso modo. Moi, j'ai un profil docteur en génie des procédés, donc j'ai travaillé sur un biocomposite avec du PLA et des fibres végétales, du lin. Donc bioplastique pour le lin. Et sinon, ingénieur matériaux. Donc assez généraliste en fin de compte. Ouais. Voilà pour moi. Hyper intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait du coup Michel Limazi qui nous a rejoint et également Frédéric. On faisait un petit tour de table sur un peu les profils, un peu le rapport avec l'économie circulaire et le plastique dans ces métiers. Si ça vous va de prendre un peu la suite. Bonjour. Oui. Bonjour. Je ne sais pas. Voilà, moi, je suis Limazi de Michel. Je suis étudiant actuellement en Master 2 ingénierie de projet en économie solidaire et de développement. Et c'est une formation qui traite des questions d'économie circulaire, que ce soit des questions de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et également par rapport à la technologie, j'ai eu l'opportunité de pouvoir visiter quelques entreprises qui sont dans le domaine au Havre, ici en Normandie. Ok. Et Frédéric, du coup, on fermera le tour de table avec toi si ça te va. Enchanté de te revoir. Bien, bonjour. Salut Baptiste. Moi, du coup, je suis donc Frédéric Ricbuch et j'accompagne les entreprises dans la transition environnementale, en particulier sur des sujets d'économie circulaire. Donc voilà, ça va du diagnostic jusqu'à la mise en place d'indicateurs de performance pour voir les avancées et en passant évidemment par des ateliers de sensibilisation pour embarquer les équipes. Et donc, je suis sur la Bretagne, donc plus précisément sur le Finistère, mais voilà. Top. Du coup, je vais commencer. Donc, en gros, là, comme je disais, on développe une plateforme en gros sur laquelle on est soutenu par l'ADEME, qu'on appelle Plastipédia. On l'a pas encore mis sur. Là, on est encore sur la finalisation de la phase de conception. Je vous montrerai à quoi ça ressemble juste après. L'objectif, c'est d'être un outil métier, à la fois un outil métier, un outil de sensibilisation à destination. On souhaite que ce soit un usage professionnel, particulièrement pour ce que je disais plus tôt, ce qu'on appelle nous les médiateurs et opérateurs de solutions, c'est-à-dire des gens qui conseillent des solutions et des gens qui les mettent en œuvre. Donc ça va vraiment être essentiellement une plateforme B2B, en tout cas qui est relativement experte sur le milieu. Même s'il y aura des éléments de sensibilisation un peu plus basiques, mais en tout cas on va concentrer les populations qu'on va cibler et le contenu auprès de ces acteurs-là. Pour parler un peu de moi, moi je m'appelle Baptiste de la Gournerie, j'ai cofondé il y a presque 6 ans maintenant Utopia, qui est une association qui est engagée sur la thématique des plastiques et de la promotion des modèles d'éco-circulaire et de la sensibilisation à la crise plastique aussi. J'ai également une deuxième casquette chez Precious Plastic France, qui est un réseau national de recycleurs locaux. Actuellement, je suis co-délégué également de cette structure et je l'ai co-créée en 2020. J'ai beaucoup travaillé sur la question des plastiques, mais comme point d'entrée et pas comme point d'arrivée, c'est-à-dire que c'est comprendre comment les plastiques ont transformé les organisations. Aujourd'hui, quelles questions ça pose quand on essaye de modifier des pratiques.
Et donc, indirectement, j'ai également travaillé sur du verre, sur de la logistique, sur des produits de substitution. En fait, quand on parle plastique, en fait, on va être amené à travailler beaucoup d'autres sujets. Et donc, je travaillais pendant 4 ans sur essayer de faire une encyclopédie des plastiques qui, en fait, s'est mutée à travers l'appel à projet de l'ADEME, Résilience et Transition, dans une plateforme numérique voilà, que je vais vous présenter et sur lequel on arrive un peu sur la fin du projet, en tout cas sur la livraison. Donc pour l'association, voilà, concrètement, voilà ce que je disais. Donc on a créé en 2019. On a travaillé sur l'encyclopédie des plastiques pendant 3 ans. Enfin, voilà, on a une grosse bibliothèque de rapports. On a fait pas mal de fiches techniques, des fiches synthèses, beaucoup d'éléments qui ne sont jamais sortis au final. Et ça, c'est aussi une frustration de ne pas avoir sorti et mis à disposition tous ces contenus. Et c'est aussi ça qu'on va essayer de... C'était aussi ça l'objectif de cette plateforme, c'est pouvoir les diffuser, mais du contenu pour du contenu, ça servait à rien. Donc il fallait vraiment une vraie architecture et un vrai enjeu. Nos degrés de compétences, elles ont été reconnus puisqu'on on a participé au rapport parlementaire de l'OPEX sur le recyclage plastique. Voilà, donc on a un peu bifurqué en tout cas le modèle associatif à travers ce projet de plateforme l'année dernière, sur lequel on travaille depuis 10 mois. Donc on a été lauréat en juin, je crois, de l'année dernière. Enfin, en octobre 2024, je crois. Non, en mars 2024. Donc c'est un financement, pour parler un peu rapidement du soutien de l'ADEME, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle, d'un financement sobriété et résilience des territoires. C'est l'appel à communs. Donc les communs, c'est des choses qui appartiennent à tout le monde. Un peu comme Wikipédia, voilà. Donc l'objectif initial du projet, pour nous, c'était de développer un espace numérique qui était dynamique, où les utilisateurs ils peuvent s'informer, échanger des idées, trouver des solutions et contribuer à la transition vers une utilisation de matériaux plus responsables et plus sobres. Je rappelle le contexte, quelques chiffres clés, mais on génère 25,2 millions de tonnes de plastique en 2022 en 2020 en Europe. Il y a seulement 14% qui sont réintroduits dans une boucle circulaire. Même chez les emballages, dans la filière des emballages, qui est la filière la plus performante, si on enlève les bouteilles et contenants, il y a 10%, enfin à peu près 10% de plastique qui est recyclé, donc ça veut dire qu'on a des très mauvais taux. Le seul endroit où on est plutôt bon, en fait, c'est les bouteilles et les contenants, mais en fait tout le reste, on sait absolument pas quoi faire, et tout ça, ça part à l'enfouissement et à l'incinération, en majeure partie. Et en plus, il y a une part de ça, ce qu'on appelle, qui sont en soi des plastiques, mais par exemple les textiles, où il y a d'autres déchets qui se partent à l'export. Après, aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est une vraie problématique systémique. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop, les organisations ne savent pas trop comment se dépêtrer, parce que le matériau est quand même utile, et il s'intègre dans les business models. Et l'information, elle est un peu contradictoire, comme on a pu le voir par le passé. Et donc, voilà, dans cette question de transition, nous, on a posé déjà 2 défis. C'est qu'il y a un cadre réglementaire qui est dense, il y a des aides qui sont dispersées, on comprend pas forcément l'offre environnementale aussi est dispersée. Donc il y a un enjeu aujourd'hui, c'est de valoriser les retours d'expérience. C'est que c'est pas le tout d'avoir un produit, en fait, ce qui est souvent, on va se confronter en fait à des enjeux de process, à des enjeux de mise en œuvre. Et en fait, plus que des solutions techniques, on va plutôt chercher des solutions organisationnelles et des retours pratiques. Et ça, on manque aujourd'hui, en tout cas les acteurs semblent, en tout cas c'est le signal qu'on a fait ressortir, c'est on manque de solutions opérationnelles accessibles dans les organisations. Ça manque de dialogue aussi entre les acteurs de la filière. Ça c'est un autre enjeu, et donc ça c'est une vraie opportunité de créer un espace de dialogue. Et les bons plans ou les bonnes innovations, elles sont parfois dispersées, elles sont parfois mises en place par des initiatives qui manquent de visibilité parce que les gens ils sont sur leur territoire. Je vais donner un exemple. Mais par exemple, là je travaille avec Tribord, enfin j'ai changé avec Tribord qui est un opérateur de déchets à Rennes. Eux ils travaillent par exemple sur un compacteur de polystyrène expansé, PSE, parce qu'en fait le problème du PSE c'est que si on transporte du PSE, on transporte un camion à vide, ce qui sert à rien, du coup c'est pas rentable économiquement. Donc eux ils essayent de développer un compacteur en low-tech qui permettrait d'aller de point d'apport en point d'apport pour optimiser l'usage du camion. Et ce genre de solutions, c'est des solutions ponctuelles qui vont se faire dans le Finistère, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les dupliquer à Strasbourg, à Marseille? Et parce que en fait, l'opérateur de déchets, il n'a pas vocation à s'exporter, il n'a pas vocation à communiquer là-dessus non plus. Et pourtant, des solutions comme ça, ponctuelles, dans des secteurs, elles existent et elles sont pas. Il n'y a pas un partage de bonnes pratiques systémiques. Et donc, pour un des enjeux, une des opportunités, c'est de favoriser l'accès à ces bons plans.
Et il y a un autre enjeu, c'est que c'est un manque de transparence et de données qui ralentit la structuration du marché. Donc il y a, pour opportunité, l'enjeu c'est de structurer et de centraliser ses connaissances. C'est de structurer un cadre aussi de veille collaborative, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent, mais c'est un gros fourre-tout et il est compliqué de faire le tri là-dedans. Et il y a un enjeu aussi d'encourager la transparence de la filière, notamment en faisant remonter des enjeux techniques. Donc l'information, en fait, l'information dans le milieu, en tout cas du plastique, c'est aussi le cas dans d'autres déchets, mais l'information dans le milieu de l'éco-circulaire est quand même au cœur de ce qui favorise ou pas, en tout cas, une filière. Et donc l'enjeu, en tout cas avec Plastipédia et la plateforme qu'on développe, c'est d'avoir une plateforme qui sert à entreprendre déjà, que ce soit dans une entreprise ou développer un nouveau business en identifiant des opportunités, à se former en formation continue sur des nouveaux sujets, des nouvelles thématiques, à s'informer plus généralement. Et puis, donc ça, c'est pour les nouveaux entrants ou les entrants qui souhaitent nouvellement se positionner, et puis à communiquer, à donner de la visibilité à son action, à son expertise. Souvent, il y a des acteurs, ici on a pas mal d'indépendants aussi qui sont là, et souvent on n'a pas forcément le temps de faire de la com sur nos actions, et donc le bouche à oreille est assez fort. Et en plus, c'est difficile de valoriser son offre environnementale auprès de ses publics cibles. Et donc l'enjeu aussi pour nous, c'est de mieux valoriser les offres environnementales pour favoriser aussi une meilleure lecture par les gens qui souhaitent bénéficier de ces offres environnementales et qui n'ont pas les compétences. C'est un peu les enjeux et les choses qu'on va essayer de dépasser. Notre objectif à nous en tant qu'association, c'est de structurer et de rendre accessible l'information. C'est de créer des synergies entre des projets et des acteurs pour faciliter la réussite, la duplicabilité, la réplicabilité et la démocratisation de bonnes pratiques, et offrir un support contextualisé opérationnel dans le cadre de ces activités. On verra, en fait, c'est très axé métier, et l'enjeu pour nous, c'est toujours de fournir un enjeu de contexte qui va permettre soit pour soi-même de se comprendre, soit de pouvoir convaincre son N+1, son N+2, son client des enjeux de sa situation opérationnelle vis-à-vis de cette problématique et de l'intérêt de porter sa solution par rapport à ça. C'est aussi pour structurer également un discours commercial, potentiellement pour les boîtes de conseil, mais un discours interne vis-à-vis de son N+1. Et comme je l'évoquais, il y a un enjeu auprès des médiateurs et on a plusieurs cibles, notamment les PME, les industriels, les collectivités, les territoires, ce qu'on va appeler des innovateurs et des chercheurs, donc ça tombe bien Vincent, t'es un peu là-dedans, et des acteurs de l'ESS et des assos. Et en fait, autour de ça, nous, c'est la catégorie qu'on a appelée des médiateurs et opérateurs de solutions. Concrètement, nous, on a remarqué que c'est, en fait, qui s'intéresse au plastique concrètement, soit c'est des gens qui conseillent des gens qui ont besoin de solutions, donc soit des acteurs territoriaux, des chargés de déchets, des chargés ressources au territoire, des acteurs conseil transition dans les CCI, des choses comme ça, ou des acteurs ou des boîtes de conseil. Soit c'est des gens qui mettent en œuvre la transition, que ce soit via des startups, que ce soit des acteurs de déchets. En fait, c'est les seules personnes qui ont à peu près du temps à accorder et de la réflexion et de l'intérêt à accorder sur de l'information technique sur le sujet. Donc on s'est spécialisé vraiment sur ce public cible-là. Et du coup, je vais vous présenter, donc on a rushé un peu, mais on est encore à la bourre, donc je vous prierai d'être un peu indulgent. Normalement, d'ici 2 semaines, on devrait avoir vraiment la version, je vous montrerai un peu le suivi, mais on devrait vraiment avoir la version, la V1 finalisée. Concrètement, en fait, sur la plateforme, il y a 3 enjeux. C'est ce qu'on dit souvent, ce qu'on dit de notre côté, c'est qu'elle a vocation à être une plateforme pour s'informer, se former et s'inspirer. S'inspirer, donc c'est le volet études de cas. Ça, c'est le volet un peu, nous, sur lequel on a passé le plus de temps, parce qu'on voyait que c'était la chose qui est le plus intéressante, c'est ce que j'évoquais plus tôt, c'est d'avoir des retours concrets sur le terrain. Pour vous donner l'angle aussi à travers lequel, on est sur un angle plastique, mais on est sur un angle transsectoriel. Donc là, de par tout ce travail sur l'encyclopédie qui a été mené, qui était aussi une vocation structurelle et systémique, on a volontairement pris un axe systémique. Et donc, on prend toutes les industries. Donc là, si on prend l'industrie B2C et B2B2C, en fait, on les a cadrés un peu comme ça, parce qu'en fait, c'est pas pareil. On n'utilise pas les mêmes produits, il n'y a pas les mêmes logiques entre du B2B et du B2C.
Et voilà, là, on les a groupés en fait par type d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, les plastiques qu'on utilise dans les activités de soins, dans la recherche et le bien-être, c'est relativement les mêmes et ils ont les mêmes usages, les enjeux d'hygiène, etc. Les plastiques dans l'agriculture et la sylviculture sont relativement les mêmes et les process également. L'agroalimentaire, l'automobile et les autres mobilités, les enjeux de construction, construction qu'on dissocie de TP, les détaillants et revendeurs, les EE, l'événementiel, hébergement et restauration. Voilà. Et en fait, la logique qu'on a, hein, donc typiquement, il y a les études de cas, on va aller chercher son secteur d'activité. Et en fait, une fois qu'on est sur son secteur d'activité, encore une fois, on va aller chercher en fonction de ce qui est le vecteur d'intérêt de la personne. Soit, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir par rapport à la taille de mon organisation et à la typologie de mon organisation, quelles sont les expériences qui ont été similaires. Donc si là, dans le milieu médical, par exemple, les établissements de santé ne vont pas avoir les mêmes pratiques que les établissements médico-sociaux, que les petits cabinets de santé, que les personnes qui vont faire de l'itinérance. Parce que, en fait, entre gérer 2000 personnes et gérer des déchets que tu produis chez la personne parce que tu fais de l'itinérance, c'est pas pareil. Et donc, on s'est dit que ce point d'entrée-là, c'était important. Donc là, par exemple, si on tape sur l'établissement de santé, on va arriver sur des études. Et après, derrière, on peut spécifier même l'établissement de santé, CHU, CH, maison médicale, etc. Donc là, on doit encore travailler sur l'implémentation de nombreuses. On en a fait quelques-unes pour tester la méthodologie. Mais en gros, c'est le principe. Et après, derrière, on a des études de cas. Donc là, on a les lames laryngoscopiques, par exemple, à usage multiple. Et après, derrière, on va avoir une structure de points clés. Je reviendrai un peu sur la structure sur laquelle on a travaillé pour les études de cas. Mais en gros, on a un résumé de points clés. Puis après, on va avoir le détail d'un article qui va détailler vraiment tout le process par lequel, quel porteur de projet. Enfin, on a un peu retravaillé cette logique. Je vous montrerai juste après. Mais en gros, on a vraiment le détail de ce projet, comment est-ce qu'il a été mené pour essayer d'en comprendre les déterminants et pouvoir l'appliquer à un autre projet et en avoir les apprentissages. Un autre enjeu là-dessus, c'est qu'également, on souhaite mettre en lien, donc si le projet vous intéresse, parce que vous avez un client ou vous vous reconnaissez dans ce projet, vous pouvez aussi être mis en contact avec le porteur de projet et l'enjeu pour nous, c'est de faire la mise en lien, en fait, et ce qui facilite et ce qui accélère la constitution, voilà, d'accélérer la facilité de mettre en œuvre un projet, quoi. Et donc comme je disais, donc il y a plusieurs entrées. Il y a cette entrée par type d'établissement. Là, sur le milieu médical, par exemple, il y a cette entrée par population. Par exemple, les produits qui sont utilisés dans les services néonataux, auprès des nouveau-nés, ça va pas être les mêmes que ceux du grand public, que ceux des enfants, que ceux des personnes âgées indépendantes. Indépendantes et dépendantes, ça dépend si c'est les EHPAD ou pas. Enfin, en vrai, en fonction des populations, ça change. Les types de professions impliquées, est-ce qu'on parle de médecins, est-ce qu'on parle de pratiques médicales, est-ce qu'on parle de pratiques qui peuvent être réalisées par des infirmiers, type la toilette en EHPAD et une toilette éco-conçue, ou est-ce qu'on parle de matériel, de dispositifs médicaux, de dispositifs de conditionnement, etc. Donc en fait, ça va dépendre en fait de l'angle par lequel vous avez un intérêt ou vous cherchez une solution. Nous de notre côté, la logique en métadonnées fait que en fait, peu importe, enfin, on va qualifier l'étude de cas de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans plusieurs points d'entrée. Et si je prends un autre exemple que le milieu médical, là, on va prendre l'agriculture par exemple. Ici, on a par exemple établissement. Est-ce qu'on est sur une exploitation agricole individuelle, GAEC ou une coopérative agricole? Sur les cultures et élevages concernés, est-ce qu'on est sur de l'agriculture céréalière, du maraîchage? Parce qu'en fait, à chaque fois, on va avoir des typologies de produits, on va avoir des gammes qui vont être différentes, des process qui sont différents. Voilà, les gestes pratiques, par exemple, est-ce que c'est la préparation de culture, la gestion de l'eau, la protection des cultures, l'entretien et la gestion des parcelles? Ça, c'est un exemple. Je peux vous en faire un troisième. En gros, on a fait une typologie par chacun de secteurs d'activité. Si je prends par exemple l'agroalimentaire, est-ce que c'est la taille? Alors, oui, c'est ça. Est-ce qu'on fait par type de taille? Est-ce qu'on fait par filière les produits liquides périssables, les produits solides périssables frais, voilà, les produits pâteux, parce qu'en fait, ils ont des enjeux de conservation qui vont être différents. Il y a ces gestes métiers, la réception et le contrôle, la préparation, la transformation. Donc, c'est toujours cette logique-là qu'on va garder. Je peux faire celui-là aussi également. Non, celui-là, il n'est pas encore intégré. Mais sur les EE, je crois, par exemple, c'est des divisions concepteurs, fabricants, équipementiers.
sur les produits, est-ce qu'on est sur des micro-équipements, des équipements encapsulés. Donc en fait, c'est vraiment cette stratégie pour rentrer sur c'est quoi mon cas en fait, qu'est-ce qui se présente à moi, comment est-ce que, où est-ce que je veux avoir une information. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir des informations produits, structure, organisation, etc., etc. Et donc c'est ça. Et je vais compléter d'ailleurs, alors je vais chercher ça, mais sur à quoi ça ressemble une étude de cas. Donc là, on avait travaillé sur une V1, je vous montre la V1.2 en fait du format d'étude de cas, parce que l'enjeu à nouveau, c'est pas de faire une, comment dire, c'est pas de faire 15 pages en fait. C'est comment est-ce que ça a été le deuxième enjeu. Là, il y a eu tout ce qui était la navigation à travers la plateforme, mais il y a le deuxième enjeu qui est de comment est-ce que on fait en sorte qu'on se tape pas un rapport de 130 pages. Et là-dessus, on a travaillé en fait sur une logique d'indicateurs clés de KPI qui viennent vraiment catégoriser le projet, et indirectement, pour nous, c'est aussi un vecteur de sensibilisation sur qu'est-ce qui est important, en tout cas de notre point de vue, quand on parle d'un projet d'économie circulaire ou un projet de transition. Voilà, c'est là où là on a pris un exemple dans le milieu médical, mais en gros, ça c'est ce à quoi ça ressemblait d'ici une semaine ou deux. C'est en fait quand on voit le projet, on regarde l'état du projet, le type d'établissement, le produit critique dont on parle, donc ça c'est un terme un peu technique, mais voilà, la matière critique dont on parle, est-ce que c'est du PET, du PC, le process critique qui est en lien dans cette étude de cas, le déchet critique aussi, les résultats clés, donc là le résultat circulaire, résultat environnemental, résultat économique, et après quels ont été les perturbateurs et facilitateurs de circularité dans la mise en œuvre de ce projet. En gros, ça c'est une typologie qui est très intéressante qu'on a trouvée dans plusieurs études, ces notions de perturbateurs et facilitateurs, et on a trouvé que c'était un levier assez intéressant, et là-dessus nous on les a listés, hein. Mais voilà, donc là par exemple on est conception produit, usage unique, les enjeux socio-opérationnels par exemple sur la culture professionnelle, et là sur les facilitateurs, la solution qui a été choisie pour les lames laryngoscopiques, c'est le réemploi. Et donc là l'idée c'est que très rapidement on puisse scanner en fait et voir quel est l'enjeu de la filière. Là, après un petit texte sur la description de la filière, et après voilà, une fois qu'on quitte ce résumé, on va avoir un élément un peu plus détaillé sur le contexte initial du projet, l'ambition circulaire, le contexte économique, le contexte socio-technique, socio-organisationnel. Donc socio-technique, c'est comment la technique a amené des opérations, des comportements. Socio-organisationnel, c'est comment la gouvernance dans l'organisation fait qu'il peut y avoir des freins. Et socio-opérationnel, c'est comment le quotidien de ton métier peut t'amener peut créer des freins aussi. Et après voilà, et après derrière il y a tous les enjeux de mise en œuvre et d'apprentissage. Donc à nouveau on a cette notion là de produit facilitateur de circularité, voir le produit alternatif qui a été utilisé, la matière alternative, les déchets alternatifs, les parties prenantes qui ont été mobilisées, et après du coup cette phase de bilan, toujours en prenant cette logique de bilan socio-technique, organisationnel, opérationnel. Et voilà, et potentiellement des annexes si des annexes sont présentes et sont acceptées d'être distribuées par les personnes qui le référencent. Et l'objectif c'est que ça tienne, enfin là l'intérêt c'est pour nous c'est que ça tient en 1 page et demie, maximum 2 pages, mais les éléments clés sont présents. Et encore une fois, si la personne veut aller plus loin, parce que elle voit que ça colle à son projet, que ça colle aux besoins de son client par exemple, et nous on fait la mise en lien avec la personne qui a mis en place ce projet là. Et indirectement, ça peut faire du business pour la personne qui a référencé son étude de cas, parce que du coup, elle montre sa compétence environnementale dans un cadre opérationnel, et elle peut du coup derrière plus facilement aller récupérer des prospects et et montrer sa concurrence, enfin se démarquer de la concurrence. Et donc ça c'est pour la partie un peu étude de cas. Et donc en gros, c'est sur cette partie-ci, ça c'est la partie un peu importante. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet-là, des remarques ou des interrogations sur ces études de cas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux d'avoir votre retour. Moi j'ai une petite question, Ouais. comme ça, rapidement. Comment vous définissez les mots-clés, par exemple le choix de mots-clés vis-à-vis des professionnels ou des matériaux, ou comment ça se passe? Alors il y a deux choses, il y a des listes et il y a des mots-clés. Donc en fait on a si on prend alors je vais plutôt aller sur le formulaire.
Ouais, on va faire comme si rajouter. Non, plutôt. Non, celui-là, je ne l'ai pas encore implémenté dans le formulaire, mais du coup, si je vais là. Hop. Et donc, on va prendre ici les listes. Donc, c'est les deux niveaux de. Comment dire de qualification. Donc, le premier niveau, c'est déjà c'est les listes qui sont liées au secteur d'activité. Donc, ça, c'est la méthodologie qu'on développe. Donc, si je prends par exemple les activités de soins, donc loisirs événementiels, soins et recherche, voilà. Donc là, sur les activités de soins, voilà, là on a des listes par exemple, donc là on va classer, on va cocher, mais par exemple si on fait établissement de santé, c'est pas suffisamment précis établissement de santé. C'est une liste assez grosse, et ça c'est d'ailleurs des listes qui sont choisies par le gouvernement. Enfin, c'est des typologies qui ont été attestées et du coup on les a reprises parce que ça représente plus ou moins le secteur. Mais après derrière, on va mettre en place un système de mots-clés pour avoir un niveau de granularité encore plus précis. Donc si je prends les études de cas ici, et en fait ici, produit critique, on sait que si c'est une lame laryngoscopique, c'est une lame laryngoscopique, donc on va l'écrire. Si c'est, je sais pas, enfin voilà, une matière critique, ça on va essayer de trouver la matière. Le process critique, encore une fois, voilà, le déchet critique, bon ça on sait, enfin ces informations normalement on peut les avoir. Ça c'est des informations aussi qu'on a. Quel est le produit alternatif qui a été utilisé, la matière alternative normalement on le sait, le process alternatif on le sait aussi. Enfin si on le fait en interview. Et donc non, les mots clés ils sont faits avec la personne avec qui on interview quoi. Enfin je sais pas si ça répond totalement à la question. Non, si, plus ou moins. C'est que je me posais la question quand on vient sur la plateforme web, on peut avoir pas un nombre infini, mais par exemple dans les professionnels ou dans les ah non, c'est des macro-catégories en fait. Si on prend profession appliquée, par exemple, on a les aides-soignants où là, infirmier et profession médicale, et après on aura un système de mots-clés par typologie, mais pour pas se retrouver avec un truc infini, tu vois. C'est des grandes catégories de métiers. L'idée, c'est de trouver ce qu'on peut appeler des mésocatégories, donc des catégories intermédiaires entre les grandes catégories et les petites catégories. Ça a été ça pour arriver à bien comprendre. Oui, Cécile. Non, c'était pour prendre la suite, mais tu peux finir. Ouais. Non, vas-y. Non, par rapport à l'avis sur le truc, moi je trouve ça génial, c'est ce qu'il m'aurait fallu à un moment où, alors moi j'étais plutôt chez grossistes et distributeurs, donc je suis curieuse de voir ce qu'il y a dedans, parce que les questions qui se posaient, c'était toujours de se dire finalement, est-ce que c'est mieux de passer sur du plastique recyclé, est-ce que en fait, les questions qu'on avait au moment de gérer les dossiers et qu'on aura par la suite aussi, c'est toujours d'où vient mon plastique. Alors c'est toujours sous le prisme carbone, souvent pour les B2B, B2C, parce que c'est pour l'instant aujourd'hui ça qui drive un peu la partie environnementale, en tout cas dans les entreprises. Donc la question c'était d'où il vient, comment il est carboné, et dans la filière, comment je vais pouvoir le recycler. Ça c'est autre part en fait là. Donc là c'est les études de cas, c'est vraiment les retours terrain. Après c'est la partie s'informer en fait. Et en fait là c'est la partie. Par rapport aux études de cas, juste par rapport à ça, typiquement on avait une étude de cas qui je pense pourrait rentrer. En fait on gérait des espèces de box, de présentoirs. La question c'était est-ce qu'on passe du carton au plastique, et si on passe au plastique parce qu'on recycle, etc. Comment on les fait tourner. Et voilà. Et du coup, alors c'était pas forcément aussi poussé que ce qu'il y a là, mais je pense que si on avait eu des exemples, on aurait pu pousser la réflexion. En fait, ça aurait pu nous pousser à ce qu'on fasse ce type de réflexion, par exemple perturbateur et facilitateur de circularité. Je ne connaissais pas ces termes parce que c'était pas mon métier, mais je comprends très bien ce que ça veut dire. Donc, en fait, je pense que c'est une bonne clé d'entrée pour donner un cadre de réflexion sur des sujets, et si effectivement il peut y avoir une mise en relation, je trouve que ça peut être intéressant. On avait eu aussi cette démarche sur du carton par exemple avec Citeo, on avait essayé d'aller chercher des infos, enfin voilà, donc je trouve que en tout cas pour des novices ou des gens qui ne sont pas forcément justement chercheurs et qui n'ont pas le temps d'aller chercher les infos, ça résume assez bien. Voilà, donc je trouve que, en tout cas, sur le métier que j'exerçais et les clients pour lesquels je travaille aujourd'hui, ça fait plutôt sens d'avoir ce type d'études de cas. Super, c'est exactement la logique. En tout cas, tu l'as très bien dit. Offrir un cadre. En fait,
Nous, c'est vraiment ça, c'est la méthodologie avec l'encyclopédie, cette expertise transversale, c'est plutôt d'offrir un cadre parce qu'en fait, on est vite perdu. Et il n'y a pas forcément des formations aujourd'hui encore suffisamment techniques et suffisamment poussées pour faire ça. Et je vois là le poids des normes, par exemple. Et alors après, je sais pas, il faudra regarder comment est le site et comment Oui, sont oui. les liens. C'est une question que je m'étais notée, c'est comment on fait le lien avec les normes aussi, parce qu'à un moment donné, dans la circularité, etc., les questions qui se posent, notamment, alors moi je faisais du jouet aussi, par exemple, c'est est-ce qu'on a du BPA, est-ce qu'on a du, enfin voilà, quelle est la réglementation applicable aujourd'hui, etc., etc. Bah en fait, l'enjeu, c'est dans les études de Voilà. cas, c'est de mettre ça. Là, c'était les normes facilitatrices et les normes Ouais, perturbatrices. Là, je les ai mis parfait. en gros hygiène et loi AGEC, mais l'objectif, c'est que dans l'interview, les personnes qui sont spécialisées te disent, bah, Ouais. moi, j'ai bloqué sur cette loi. Et en fait, par de l'intelligence collective et par de la mutualisation, progressivement, on pourra faire une liste. Parce qu'en fait, on le sait entre nous quand on va dans des salons, quand on a des problèmes. Mais en fait, il n'y a rien de systémique qui vient, bah, du coup, Non, mais c'est compiler tout toujours la ça avec question. une logique et une arborescence, quoi. C'est toujours la question de dire je vais prendre du recyclé, mais dans le recyclé, je ne sais pas comment il a été traité. Donc en fait, finalement, prendre du recyclé, ça va me coûter plus en termes de réglementation, puisqu'il va falloir que j'aille vérifier si les produits sont conformes, les plastiques sont conformes ou pas. Enfin, je pense notamment au cas du jouet, qui est un très bon exemple, parce que c'est hyper réglementé en termes de plastique. Bah oui, oui. Et le recyclage pourrait être une bonne option, mais en fait, quand tu prends du recyclé, tu as zéro garantie Bah, d'où ça ça vient. fera une Ah, bonne voilà. transition avec ce que je vais présenter après. Je laisse juste Frédéric Mais je crois intervenir. qu'il y a Frédéric qui a levé la Ouais. main, oui, pardon. Ouais, Frédéric. Non, c'était juste pour savoir, du coup, tes études de cas, donc d'après ce que j'ai compris, c'est toi qui les implémentes dans le système, là. Est-ce que Oui. comment tu trouves les projets, tout ça, Alors enfin en fait, comment ça fait la suite aussi. L'objectif pour nous, c'est progressivement aussi de créer une communauté d'acteurs qui trouvent l'outil utile et qui peuvent l'utiliser. Donc on souhaite développer ce qu'on appelle un réseau sentinelle des solutions plastiques. Donc ce serait un réseau de professionnels qui dirait bah tiens j'ai vu passer ça, j'ai entendu parler de ça, et en fait qu'on puisse derrière pré-identifier un peu des acteurs. Donc ça serait des acteurs de la distribution, des responsables ou des acteurs comme vous, ou des acteurs par exemple qui sont dans des syndicats. Et après, contacter et du coup faire une petite interview, référencer. Et en fait, l'objectif, nous, c'est de fournir un cadre. Et en fait, je pensais pas arriver à un format aussi standardisé quand je me suis lancé. Mais là, ça me fait me dire qu'en fait, on peut déjà pré-envoyer des formulaires pour un pré-remplissage et en fait faire ça. Mais en tout cas, l'identification, en fait, il y a deux choses. Soit c'est des acteurs du secteur, soit il y a déjà des études et des rapports qui le font. Soit on le voit sur LinkedIn déjà, et sur LinkedIn il y a souvent des éléments, soit il y a des études ou des rapports qui présentent des études de cas. Mais effectivement, l'objectif, je pense que c'est trop de travail, et donc l'objectif c'est d'avoir une boîte mail unique et également un groupe WhatsApp où des gens peuvent juste poster une information s'ils ont vu passer quelqu'un, un projet, quelque chose d'intéressant, et qu'on ait quelque chose d'un peu plus organique et créer une communauté un peu de veilleurs de solutions. Ok, merci. Top. Et du coup, je vais continuer avec cette partie-là, parce qu'effectivement, cette étude de cas, c'est bien, mais comme tu as dit, Cécile, en fait, c'est bien les études de cas, mais il faut aller plus loin, il faut comprendre le concept. Et en fait, au départ, voilà, c'était de se dire, voilà, comment est-ce qu'on comprend ces enjeux de facilitation et de perturbation de circularité. Donc là, on l'a écrit sur l'économie circulaire en pratique. Et donc, pour le moment, on en a listé 4 grandes familles, qui sont la conception produit, les normes, le contexte filière et le contexte socio-culturel, voire socio-technique. Si on prend la conception produit, par exemple, le visuel il n'est pas encore parfait, mais en gros, là on aurait des fiches synthèse donc, qui présentent un peu les enjeux, les effets de blocage et les logiques d'inertie, par exemple. Et donc à chaque fois, il y a une fiche synthèse qui est cette fiche-là, et associée à cette fiche synthèse, il y aurait des fiches techniques, où progressivement on viendrait mettre les informations qu'on dispose. Pour vous donner une idée, moi j'ai des rapports de 70-80 pages avec que des extraits de rapports techniques ou de choses comme ça dans mon ordi, et je sais pas trop quoi en faire. Donc c'était aussi cette idée de comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une information qui est pas trop lourde, mais potentiellement laisser de l'information lourde à ceux qui sont prêts à l'avaler, quoi. Et c'est cette réflexion-là de travailler là-dessus, sur des fiches synthèse un peu. Et donc ça c'est sur cette conception produit. Et après dans cette conception produit, après on a des sous-thématiques comme la formulation des matériaux, le product design et l'assemblage, le design des processus de production et de distribution. Non, ça c'est le design produit, et ça c'est le design des processus de distribution, et ça c'est le design d'usage, usage unique, réemploi, etc. Et là, si on va dedans, à nouveau, on a un détail, et lié à ça, on a une biblio, qui est dont les
les critères dont les métadonnées sont directement liées à la thématique qu'on va voir. Donc ça nous permet d'aller explorer plus loin. Donc nous, on fait une synthèse un peu des éléments qu'on connaît pour donner une idée. Puis derrière, après, la personne qui veut vraiment creuser le sujet, on lui met à disposition une bibliothèque de contenu. Mais c'est pas juste une bibliothèque brute, c'est une bibliothèque de contenu qu'on a au préalable qualifié de manière à juste sélectionner l'angle par lequel. Et plutôt que de laisser les gens à naviguer dans une bibliothèque avec 40 000 filtres sans savoir vraiment ce qu'ils cherchent, on a préféré amener les gens en fait à aller voir en fait, à avoir cette expérience de navigation, et dans cette expérience de navigation, d'aller consulter les études en lien, ce qui on trouve plus, en tout cas, moi j'aurais kiffé avoir ça. Enfin, c'est pour ça que je suis un produit un peu personnel aussi, mais je sais pas ce que t'en penses, Cécile, et si ça répond un peu à ta question, mais c'est un peu comme ça qu'on avait pensé le complément. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ce qu'il aurait fallu. J'étais en train de réfléchir en même temps que j'imagine que oui, mais le pôle éco-conception, je ne sais pas si vous êtes rapprochés d'eux, mais en fait, ça peut être un super réseau de sentinelles pour le coup, puisque... c'est 100%. En fait, l'objet là, on a vraiment passé du temps sur le design. Là, on finit cette partie-ci parce qu'en fait, au début, les gens ils nous disent mais à quoi ça sert une plateforme? Donc en fait, la majeure partie des gens nous disent ça sert à rien de faire un site comme d'habitude et tout. Et en fait, il faut d'abord livrer pour que les gens ils comprennent l'expérience. En tout cas, c'est mon point de vue. Et là, aujourd'hui, notre enjeu, c'est de s'entourer de personnes qui comprennent l'utilité et qui veulent bien nous aider à porter ce projet, parce que on le porte avec l'ADEME, mais on le porte un peu tout seul aussi. L'ADEME sont financeurs, mais on a... Ouais. En tout cas, sur Toulouse et puisque le pôle éco-conception Occitanie, il est plutôt... Enfin, nous, on avait bossé avec eux. Après, là, en ce moment, je bosse pas trop avec eux, mais si besoin, on fait avec plaisir. Nous, on est là, pour le moment, on a une vocation francophone. Déjà, on va commencer par là. Et l'objectif, effectivement, c'est de le présenter à un maximum. En fait, nous, c'est un outil pour le réseau et pour la filière. On veut pas... l'idée, c'est pas de se spolier, c'est juste de dire, on comprend... moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet. C'est beaucoup trop compliqué. Les outils qui sont faits par l'ADEME, etc., c'est quand même des gros mastodontes, quoi. C'est difficile de naviguer, c'est pas forcément très orienté terrain. Cette proposition, on veut la faire pour les gens, on se dit, bon, ça peut servir. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est vraiment de le présenter comme je le fais aujourd'hui, qui est le premier webinaire, mais on va essayer d'en faire plus régulièrement et d'inviter les gens, et à partir de là, de créer une communauté. Et du coup, très preneur. Et je continue parce que le temps court un peu, mais en fait, du coup, il y a plusieurs volets. Donc, il y a ce volet l'économie circulaire en pratique, effectivement, avec les normes, et à chaque fois, en fait, donc on a ces volets conception, puis après, on a des fiches, donc biblio, là, on l'a pas mis, mais en fait, je sais pas si j'ai développé la page d'après. Ouais. Et après, on a des fiches techniques et des fiches synthèse. Et donc, en fait, par rapport à chaque thématique, on aura des fiches synthèse. Typiquement, l'éco-conception, je sais pas, on peut avoir le travail sur le désassemblage. Et en gros, il y aura une fiche dédiée à ça. Et en fait, l'idée, c'est de remplir un maximum de fiches, mais liées à sa thématique. Et les acteurs peuvent même proposer des fiches, etc. Mais toujours orientées terrain et toujours liées à la thématique. Et si on quitte ce volet formation, et ben après, dans l'encyclopédie, moi, j'ai fait beaucoup d'histoire et j'ai beaucoup de contenu là-dessus. Et du coup, après, il y a tout ce volet un peu plus pédagogique. Alors, Benoît, comme je retrouve mon quotidien dans cette phrase. Ouais, voilà. Et donc, je pense qu'on est nombreux là-dedans. Et du coup, voilà, en tout cas, là, il y a le volet beaucoup plus pour les gens qui sont un peu fans de comprendre le contexte, de comprendre les enjeux. Il y a toute l'histoire et la trajectoire depuis le 19e siècle dans chacun des secteurs d'activité, dans chacune des filières, etc. Bon, là, je vais mettre tout le contenu sur lequel j'ai travaillé. Là, l'idée, c'est de comprendre tous les types de plastique, les polyoléfines, vraiment toutes les grandes familles, quels sont les enjeux de ces familles. Donc il y a plutôt l'enjeu plasturgie, un peu plus du pur et dur, sur lequel j'ai pu travailler. Là, c'est les filières d'appro et la transformation. Donc où est-ce qu'on va chercher son pétrole, son gaz ou son charbon, comment fonctionne la transformation, ou les additifs, les catalyseurs, les impacts, toute cette chaîne amont avant d'avoir le matériau. Là, c'est la chaîne du coup plutôt aval, usage et application, donc avec les industries et leur usage. Et là, c'est le volet impact avec un listing d'impact qu'on peut avoir. Et si on prend les usages, en fait, les usages, c'est directement lié avec la partie les plastiques dans l'économie. Et là, en fait, on a des diagnostics filières qui sont associés aux études de cas. Et donc, en fait, là, on a toutes les filières. Et en fait, si on va dessus, on peut avoir accès au diagnostic dans la filière, là, par exemple, le agro.
Donc là, on a un petit diagnostic avec des repères, tu vois, les processus clés, dedans le cadre réglementaire par rapport à sa filière, les effets environnementaux et sanitaires, enfin voilà, les dynamiques de transition et les signaux faibles dans la filière. Conclusion, et avec voilà, des petites études de cas qui sont associées à la filière, toujours des fiches techniques et toujours une biblio associée. Et ça sur tous les secteurs d'activité. Donc ça c'est dans l'économie. Après il y a le plastique dans les transitions. Donc là c'est le volet transition qu'on a plutôt développé. Donc les transitions environnementales, territoriales et socioculturelles, organisationnelles et politiques et institutionnelles. Je crois que j'en ai développé une sur les 4. J'ai dû développer... Non. Alors est-ce que je l'ai implémenté? Ouais, non, je ne l'ai pas implémenté, mais elle ressemblera un peu à... Donc dans une semaine et demie, normalement, tout est implémenté. Donc ça sera en libre consultation. Et, mais du coup, voilà, c'est plutôt sur les volets transition. Et après, il y a plutôt la notion de risque, les risques environnementaux, sanitaires, donc la liste des additifs dangereux. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des trucs que moi j'ai. Hein, enfin, il y a plein d'études et de rapports et de synthèses qui les présentent. Et l'idée, c'est juste de fournir un seul endroit où on puisse les consulter, mais sans qu'on s'y perde. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et voilà. Et en gros, là, il y a la dernière partie qui est l'outil. Donc l'idée, c'est de créer un coin question où les gens peuvent poser leurs questions s'ils ont des questions sur, je sais pas comment remplacer ma ligne logistique par du réemploi ou des choses très terrain. Et donc les acteurs peuvent poser des questions et nous, on essaye d'y répondre. On met en lien avec des acteurs qui pourraient essayer d'y répondre. Et l'idée, c'est de capitaliser comme un Reddit sur les réponses. Donc ça, c'est un outil. Là, c'est la cartographie. Donc là, c'est la cartographie des études de cas. Donc on peut naviguer en fait sur la France. Ça permet de voir ce qu'il y a sur son territoire. Et à la fin, du coup, une grosse médiathèque plutôt là-dessus, quoi. Donc là, par exemple, le business model circulaire, une création et captation de valeur pérenne. On parlait du climat, je peux conseiller une étude qui est sortie en avril, Climate Impact of Primary Plastic Production, donc c'est la dernière étude et la plus ambitieuse, qui fait un bilan carbone sur toutes les résines, sur tout l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et oui, un truc que j'ai pas présenté, c'est qu'effectivement, en fait, sur ces études, à chaque fois, donc il y aura un petit résumé court, un résumé long, et après, là, il y aura les graphiques, les infographies clés. En fait, tout ça parce qu'en fait, je vous montre la base de données là que je dois implémenter. Ça, c'est la. J'ai travaillé, comme je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de rapports, d'études. Et en fait, là, je dois avoir 400 rapports à mettre dedans, que j'ai pas eu le temps de mettre encore, mais on va le faire. Et en fait, moi, j'ai la flemme parfois de lire une étude de 130 pages, donc je suis plus rapide quand je regarde les graphiques pour voir ce qui est un peu intéressant dans le lot. Mais là, en gros, c'est tout ça qu'il faut qu'on implémente. Là, c'est que des études, voilà, l'état de l'art des technologies d'identification et de tri des déchets, dispositifs médicaux, comment résoudre l'inadéquation, études sur la durée de vie des DE, des D3E, bon, la chimie au XVIIe siècle, bon, ça vous donne un peu un prisme des thématiques qu'on étudie. L'industrie mondiale et du textile, incineration overcapacity and waste shipping in Europe. Enfin bref, tout c'est Handbook of Polymers, bon ça c'est le plus connu. Donc ça c'est un peu les types de contenus qu'on va implémenter. Et donc voilà, donc c'est un peu ça l'outil qu'on veut mettre à disposition voilà, de la filière dans son ensemble. Alors je reviens sur mon diapo. Clac, clac, clac. Et en gros, et voilà. Et donc en gros, là, l'objectif, c'est que d'ici le 15 juillet prochain, on est tout implémenté au niveau du contenu pédagogique et des ressources que je vous ai montrées. L'objectif, c'est d'avoir 50 études de cas pour septembre et 600 ressources, d'arriver à créer une communauté d'adhérents et de rajouter des études techniques, des fiches techniques dans le lot. Et nous, la livraison, en tout cas, du projet se fera lors de l'événement Precious Plastic qu'on organise à Rennes. Donc, on organise un événement Precious Plastic et on fera un peu la communication et la livraison sur ce projet à ce moment-là. Et voilà. Et comment contribuer? Donc, nous, on vous invite si le projet vous intéresse et que vous souhaitez un peu rejoindre tout ça et nous soutenir, à adhérer à l'association. Sinon, à nous contacter pour nous partager des études de cas que vous aimeriez rentrer et à rejoindre aussi le WhatsApp dont j'ai évoqué
Donc c'est le réseau Sentinelle des solutions plastiques. Et aussi, quand la plateforme sera en ligne, aussi, c'est de contrôler s'il y a des choses à rajouter sur des domaines spécifiques sur lesquels vous avez une expertise spécifique et vous pensez que c'est important. S'il y a des coquilles, des choses comme ça. Et donc voilà un peu pour l'overview de cette plateforme. Je suis ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça résonne? Enfin, je sais qu'on a déjà commencé à évoquer, mais je suis curieux d'échanger. Je sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé, genre, je sais pas, Benoît par exemple, toi qui es plutôt généraliste, t'en penses quoi? Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour justement, surtout pour des gens qui n'ont pas envie de se taper des études de 130 pages alors qu'on en a déjà un certain nombre à manger. Après, j'attends un peu de voir à quel point est-ce que c'est accessible. Parce que il y a eu deux, trois moments en fait dans ta présentation où je me demandais un peu de quoi tu parlais. Donc, je me demande dans quelle mesure c'est accessible et vulgarisé. Je ne sais pas si c'est le but, donc c'est pas forcément un souci. Si c'est à vocation de venir nourrir des gens qui sont déjà des experts, ça n'a pas forcément besoin d'être très vulgarisé. Ceci étant, ça va poser la question de l'usage que moi je pourrais en avoir, par exemple. Mais c'est curieux. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux est-ce que tu as une idée précise des moments où t'as pas forcément compris un terme ou quelque chose que tu pourrais citer? Non, mais c'est quand tu es parti sur des noms scientifiques de différents types de plastique. Ah oui, non, mais de toute façon, ça c'est. Ouais, ok. Ça, en gros, c'est pour ça, en fait, il y a des endroits qui sont pas pour tout le monde. En gros, c'est comme c'est comme un petit village et il y a des endroits où c'est pas pour. Enfin, ça servira à rien en fait. C'est juste que, en fait, de mon point de vue, j'ai plein de docs. J'ai fait une encyclopédie. Moi, j'ai 200 pages sur les polymères que je trouve vachement bien et sur lesquels j'ai travaillé. Et où c'est vulgarisé de manière à ce que quelqu'un qui a un peu, qui en veut un peu peut comprendre. Mais à aucun moment, je pense que, enfin, l'usage de mes cibles va là-dedans. C'est par hasard, si quelqu'un est très curieux et qu'il est prêt à lire, etc., je le mets là parce que ce serait dommage de pas le mettre. Mais en fait, les usages principaux, c'est vraiment la partie diagnostic filière, les études de cas, le coin question et la partie formation à l'éco-circulaire. Et comprendre le plastique, c'est pour les curieux et grands curieux. Et la partie un peu le plastique dans les transitions, si on prend les risques plastiques sanitaires, on va avoir des niveaux de granularité où potentiellement à des moments on va rentrer sur là, faut être biologiste ou faut avoir des notions un peu profondes. Ce qui n'est pas du tout une critique en soi. Non, mais c'est bien. Non, je préfère que tu me dises ça à cet endroit-là, ça veut dire que c'est bien pensé. Enfin, ça veut dire que ça répond un peu à ce que je souhaitais, et donc ok. Trop bien. Oui, Vincent? Donc moi aussi, je trouve ça super, en tout cas, la démarche. D'autant plus que ça doit prendre énormément de temps, rien que de centraliser toutes les ressources. La question que je me pose, et je pense que ça sera peut-être le principal challenge, c'est comment inciter les gens à venir aussi nourrir la plateforme. La consommer, ça, je suis certain, mais la nourrir, est-ce qu'il y a des stratégies en place ou des idées ou derrière ça? En fait, l'objectif en termes de nourrir sur les études de cas, en fait, c'est de pouvoir être un outil de communication pour les porteurs de solutions. C'est-à-dire que, par exemple, vous qui faites merci Michel. Et donc, vous, par exemple, qui êtes des acteurs du réemploi, il y a une catégorie pour les acteurs du réemploi. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de valoriser, c'est de bénéficier de l'expertise et du cadre, comme l'évoquait Cécile. Parfois, il est compliqué de communiquer sa valeur ajoutée circulaire à ses clients. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est d'être un outil de pré-communication de son impact. Et en fait, on va essayer plutôt de le travailler comme ça sur la partie étude de cas. D'accord, mais ma question était portée plus sur comment... Enfin, pas la question,
l'idée, c'est de savoir comment les autres acteurs, parce que j'imagine que vous n'allez pas, plus tard, l'idée, c'est que si d'autres personnes viennent nourrir la plateforme, Oui. faire leur review ou des choses comme ça. Et Ah oui, le modèle comment, économique, tu veux dire? ouais, pas forcément économique non plus, si c'est sous forme Oui, d'un oui. Wikipédia, mais comment on peut motiver des gens qui travaillent dans une entreprise qui cherchent des informations à venir aussi donner des informations et nourrir une plateforme ou un site qui va prendre du temps parce qu'il faut écrire un article ou rentrer Ah des oui, oui. informations. Après, nous, pour le coup, il y a une espèce de. On va créer une base et en fait, il y aura des incentives ponctuels à certains endroits. Par exemple, si on est sur de la conception des matériaux et qu'on est spécialiste dans la conception des matériaux et qu'on voit que dans un paragraphe, il y a quelque chose qui manque vraiment, là derrière, enfin, il y aura un bouton pour potentiellement contribuer, quoi. Et je crois D'accord. qu'il y a l'appel qui se termine là. Dans quelques secondes. Lynn, c'était pour dire ça, c'est ça? Oui, bonjour, c'était pour ça. Et du coup, si des gens veulent continuer l'échange, on peut recréer un petit lien et puis continuer sur un autre lien Google Meet. Bah, ouais, on vous enverra également un sondage pour voir l'utilité. Et l'encyclopédie, non, non, elle est sur mon ordi.